Tout de suite un face-à-face en français pour le coup entre André Berkoff et son invité Frédéric Pechnard, ex-directeur général de la police nationale, vice-président Les Républicains de la région Île-de-France, en charge des questions de sécurité et maître de conférence à Sciences Po. Il nous présente son livre « Lettre à un jeune flic », c'est publié chez Talandier. Et c'est bien d'avoir repris ça, c'était René Maria Rilke qui avait écrit « Lettre à un jeune poète ». Vous, au moins, vous vous concentrez sur votre corps de métier, Frédéric Pechnard. Je me concentre sur les gens que j'aime et ce qui a été ma vie pendant 30 ans. Et voilà, et vous la racontez, et c'est très intéressant même pour quelqu'un qui n'est pas flic et qui n'a pas vocation à l'être, mais c'est très intéressant parce que vous parlez d'un corps de métier qui est soit extrêmement apprécié et pour cause. Il faut jamais oublier que le monopole de la violence légitime, s'il appartient, mais il faut qu'il en soit digne, c'est la police et l'armée qui ont le monopole de la violence légitime parce qu'elles sont là pour servir, vous le dites vous-même dans votre livre, protéger le citoyen. Effectivement. Et donc, vous parlez de tout ça, vous avez été, je rappelle, rapidement, vous avez occupé les plus hauts postes, effectivement, la brigade des stupes, la crime, l'antigande, la BRB, et vous avez été directeur général de la police nationale, le plus haut poste, effectivement. Donc, vous avez fait toutes vos classes et puis vous connaissez de l'intérieur, effectivement, le paysage entier, la palette, la police. La première chose, vous avez écrit ce livre surtout pour ceux pour les jeunes, bon, pour tout le monde bien sûr, mais pour les gens qui sont tentés ou au contraire qui ont peur de ce métier. Oui, alors effectivement, au début, j'ai écrit le livre. Le titre d'ailleurs, c'était pas exactement celui-là, c'était Lettre à un jeune flic et à tous ceux qui veulent le devenir. Puis comme c'était un peu long, mon éditeur a mis Lettre à un jeune flic. Mais en fait, je me suis aperçu que ce soit dans mes fonctions politiques, d'élu, ou dans mes fonctions d'enseignant, parce que comme ça a été dit, j'enseigne à Sciences Po, il y a beaucoup de jeunes qui viennent me voir, de jeunes gens, hommes et femmes, pour me dire, voilà, j'aimerais rentrer dans la police, mais est-ce que c'est compatible avec une vie privée ? Comment est-ce qu'on fait face à la violence ? Comment on fait face à la mort ? Est-ce que c'est difficile, etc. Donc, finalement, je me suis aperçu que je donnais beaucoup de conseils. J'expliquais. Moi-même, d'ailleurs, je le dis au début du livre, c'est une rencontre avec un policier, jeune policier retraité, vieux policier, mais jeune retraité. Caille, je crois, c'est Jean Caille, qui était directeur des renseignements généraux, et j'ai déjeuné avec lui, et ça a été le déclic. Et je me suis dit, après tout, cet homme m'a donné quelque chose, et bien moi, il faut à mon tour que je donne quelque chose. Et ce livre n'a pas d'autre ambition que de donner le déclic à un certain nombre de personnes pour qu'ils deviennent policiers. Et je leur souhaite de réussir, d'être aussi heureux dans ce métier que je l'ai été. Et vous l'avez été tout le temps, tout au long, Frédéric Pechnard. Oui, tout au long. Faire un bilan, en tout cas, de votre vie de policier. Ça fait 12 ans que vous avez quitté la police, à peu près. Non. J'ai quitté la police en 2012. À 2012, donc ça fait 7 ans. Oui. Voilà. Et préalablement, j'y avais passé 31 ans. C'est ça. Et ça fait 7 ans que j'ai quitté la police, mais je fais toujours très attention que ce soit comme vice-président à la sécurité, j'ai évidemment beaucoup de contacts avec la police. Je suis étudiant, je suis enseignant à Sciences Po, j'enseigne bien sûr la police et la sécurité. Et puis je continue à avoir beaucoup de collègues, puisqu'il y a beaucoup de collègues qui sont devenus au fil des années des amis, et ce qui me permet de rester assez connecté dans cette maison qui a été toute ma vie, qui est une belle maison. Et vous en gardez, quoi ? Si vous, personnellement, vous en gardez quoi surtout ? Souvenir vous avez été heureux ? Oui, j'ai été toujours... Alors, après, je le dis aussi dans mon livre, il y a des tas de moments extrêmement difficiles. Vous n'avez pas un métier aussi passionnant, aussi prenant, aussi engageant, sans avoir d'énormes difficultés. Je veux dire que vous avez peur, parce que vous allez sur le terrain, vous étiez sur le terrain. Ça m'est arrivé de pleurer, voilà, il faut raconter les choses. Mais globalement, j'avais une vraie passion pour ce métier, pour l'enquête. J'ai énormément apprécié les gens avec qui j'ai travaillé, l'ambiance qui existait dans des services comme la brigade de recherche et intervention ou la brigade criminelle. C'était une ambiance qui était formidable, avec des gens hommes et femmes, qui poussaient tous dans le même sens. Et puis le fait de travailler la nuit, le jour, le week-end, autour de choses aussi difficiles qu'un homicide ou une prise d'otage ou un enlèvement, eh bien, c'est des choses qui fédèrent les équipes. Et j'ai adoré le travail d'équipe, l'esprit d'équipe. Voilà. Et je voudrais que vous racontiez très précisément, il y a un épisode de votre livre qui vous a touché personnellement, je voudrais que vous rappeliez l'attentat, le massacre fait par Richard Durn et après on vous avait impliqué, et ce que vous aviez senti. Je voudrais que vous le racontiez un peu, donc c'était il y a
combien 20 non, C'était en 2002. 2002, Ouais, c'est ça. C'était en 2002. J'étais à l'époque chef de la brigade criminelle et Richard Durn est un homme qui avait des armes sur lui, trois armes de poing, qui est arrivé dans le conseil municipal de Nanterre et qui s'est mis à ouvrir le feu. Il a tué une dizaine de personnes, il en a blessé une vingtaine, et c'était vraiment une scène de guerre. C'est évidemment une affaire, vous savez, les affaires qui vous marquent finalement, souvent on me dit, mais quelle est l'affaire qui vous a le plus marqué ? Ce sont les échecs qui vous marquent. Tous les succès, et Dieu sait si à la criminelle on en a eu beaucoup, tous les succès, vous les oubliez, et puis ce sont les échecs, ce sont les affaires qu'on n'a pas élucidées, ou ce sont les affaires qui sont à louper. Richard Durn, un drame. Richard Durn, il s'est suicidé. Mais pourquoi vous avez porté le chapeau ? J'ai pas compris. D'abord, j'étais le chef. C'était le chef de la brigade criminelle. Donc, et la hiérarchie, c'est quelque chose qui est important d'une façon générale et spécialement dans la police. Et vous n'êtes le chef que si vous êtes responsable de ce que font vos hommes. En plus, j'étais évidemment très impliqué dans cette affaire. Et c'est moi qui avais donné les instructions aux deux officiers de police de travailler comme ils l'ont fait. Et d'ailleurs, parfaitement. Et puis c'est objectivement, normalement, le travail de la police judiciaire, c'est d'interpeller les auteurs, rassembler les preuves, ce qu'on avait fait, et de déférer devant la justice. Et malheureusement, comme il s'est suicidé, eh bien, ça n'a pas pu être le cas. Donc, nous n'avons pas accompli notre mission jusqu'au bout. Bon, après, il y a eu une enquête. Voilà, je n'ai pas été mis en cause plus que ça. Mais évidemment, ça reste pour moi un souvenir fort. D'abord parce que c'est un souvenir de solidarité au sein de la brigade criminelle. Oui, parce que tout le monde s'est rangé derrière vous. Mais c'est aussi un souvenir malheureusement fort parce que c'est un échec. Pour nous, c'était un échec. Il y en a malheureusement eu d'autres. Mais c'est ça. Vous vous souvenez de ce qui n'a pas marché, et vous vous souvenez moins de ce qui a marché, parce que quand ça réussit, finalement, la police est là pour que ça se passe bien, si vous voulez. Un maintien de l'ordre qui se passe bien, personne n'en parle. Un train qui arrive à l'heure non plus. Et les affaires criminelles, on en a solutionné beaucoup. Quand j'ai quitté la police, on était à 90% de taux de résolution sur les affaires d'homicide. Ce qui est quand même pas rien. Voilà. Mais évidemment, c'est les 10% qui restent qui vous marquent. Mais ce que vous dites aussi, c'est évidemment un chef est responsable de tout ce qu'on est des hommes. C'est aussi la caractéristique du chef. Restez avec nous, on continue notre entretien avec Frédéric Pechnard et Lettre à un jeune flic. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Intermarché vous propose d'écouter l'arrivage du week-end. Een visserij op Mosselen. Ik wil daar niet meer heen, mam. Mensen uit de stad hebben mijn mand Eh bien, nous continuons le face-à-face, effectivement, avec Frédéric Pechnard, pour son livre que je vous recommande, Lettre à un jeune flic, où effectivement, il donne des conseils à ceux qui veulent y aller, aux jeunes, et aussi, évidemment, à ceux qui sont dans la police, et puis à tous les lecteurs, parce que la police, ça concerne absolument tout le monde, puisque les questions de sécurité, évidemment, concernent tout le monde. Et justement, je voudrais, là où faire réagir Frédéric Pechnard à un certain nombre de choses qui se passent et qui se passent en ce moment. Je rappelle qu'il y a 5 ans, juste après Charlie Hebdo, il y a eu des millions de Français dans la rue. Et quand les convois de CRS, notamment, sont passés, la foule applaudissait. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, ce mouvement est perdu, mais il se passe quand même, moi, je regarde des images, je suis allé dans certaines manifestations, je peux parler simplement des Gilets jaunes, de ce qui se passe aujourd'hui, avec la réforme des retraites, et on a l'impression, en ce moment, qu'il y a un durcissement, quand même, de la part de certains policiers. Encore une fois, jamais je ne ferai, parce que je suis entièrement contre les généralisations, surtout primaires. Il n'y a pas de faire ni de l'anti-flic primaire, ni de l'anti-quoi que ce soit primaire. Il y a énormément de policiers qui font très bien leur boulot, mais certains, on a l'impression qu'ils vont un peu loin, notamment dans l'histoire des LBD, des tirs à la tête, d'un certain nombre de choses, et même, je dirais, des images qu'on a vues où, alors je veux bien, mais il n'y a pas que des black blocs, il y a des jeunes filles ou des gens comme ça, on a l'impression qu'il y a une brutalité qui augmente. Alors peut-être de part et d'autre, j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus. Moi, je ne crois pas. Je crois pas d'abord que la police n'est pas aimée. À chaque fois qu'il y a un sondage, on a eu un il y a pas très longtemps, en pleine crise des Gilets jaunes et en pleine polémique, et on voyait bien qu'on était encore à 75% de Français qui ont confiance dans leur police et qui les soutiennent. C'est d'ailleurs la deuxième profession. Il y a que l'armée qui a une meilleure image de marque que la police. Voilà. Alors maintenant, il faut que les choses soient très claires. Oui. Moi, je ne cautionnerai jamais. Je ne l'ai jamais fait quand j'étais chef de service. Je ne l'ai jamais fait quand j'étais directeur général. Je ne le fais pas plus maintenant. Je ne cautionnerai jamais des violences qui soient illégitimes. Voilà. Alors,
s'il y a des violences qui sont De illégitimes... part et d'autre, hein, vous êtes bien d'accord. Je parle de la police. D'accord. C'est des violences qui sont illégitimes, c'est des policiers qui sont en dehors de leur rôle et qui vont être amenés à faire des choses qui sont illégales, ils doivent être sanctionnés. Voilà, les choses sont claires, mais c'est pas depuis hier matin. Je vous rappelle qu'en 1986, au moment de l'affaire Malik Oussekine, on l'a tous encore en mémoire, ce qui est intéressant, parce que c'était il y a 33 ans, c'était la mort d'un jeune homme il y a 33 ans, et on y pense toujours. Pourquoi on y pense toujours? Parce que c'est rarissime. Parce que les morts dans les opérations de police, en France, dans notre pays, il faut le savoir, on a une police qui est extrêmement respectueuse de l'être humain, c'est rarissime. Eh bien, il n'en demeure pas moins que les 2 policiers qui ont été mis en cause dans cette affaire Malik Oussekine sont passés devant les assises, ont été sanctionnés, ont été punis. Donc ça, il n'y a pas de sujet. Après, moi je regarde avec intérêt, comme élu du 17e arrondissement, j'ai été à plusieurs reprises, lors de la crise sociale dite des Gilets jaunes, sur le terrain. Et j'ai été frappé par une chose, c'est la violence des gens qui manifestaient. C'est-à-dire qu'on n'avait pas on n'avait plus affaire à des manifestants, et j'ai quand même participé à un certain nombre de manifestations dans ma vie, comme policier, mais à des émeutiers. Et là, les gens s'en prenaient à la police, d'une part, mais pas seulement, au mobilier urbain, aux voitures, ont incendié. Bon. Alors, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous l'avez dit tout à l'heure, la police a un monopole, c'est le monopole de la violence légitime. Donc le problème n'est pas celui de la violence, il est le problème de la légitimité de la violence. Si vous avez des gens qui sont en train de brûler des voitures, qui sont en train de dépaver les rues, qui jettent des cailloux, qui pillent des magasins, eh bien, la police n'a pas d'autre choix que d'intervenir. Ce sont des délinquants, il faut les interpeller. À partir du moment où il y a contact et interpellation, il y aura forcément usage de la violence. Cette violence, elle doit être légitime. Et j'ai regardé avec intérêt ce qui tourne sur les réseaux sociaux, notamment après la manifestation d'hier, où c'est censé montrer la violence de certains policiers. Alors d'abord, c'est toujours très orienté, c'est parfois des vidéos qui durent 4 ou 5 secondes, mais on ne sait pas ce qui s'est passé ni avant ni après. Mais dans une de ces vidéos qui était censée montrer la violence de la police, on voit 2 policiers qui sont en train d'interpeller quelqu'un et un jeune homme qui vient de l'extérieur et qui bouscule un des 2 policiers pour tenter de faire échapper son camarade. Ce type-là, il peut quand même pas s'étonner d'être interpellé à son tour. Voilà. Si vous attaquez les policiers, eh bien il faut savoir que les policiers se défendront, et ça me paraît être tout à fait, mais Frédéric Pechnard, quand même, je veux dire, d'un autre côté, il y a des images, et pas seulement 3 ou 4 secondes, on voit des policiers, mais encore une fois, quelquefois sans brassard. Je voudrais vous parler de ça, parce qu'on a vu des policiers sans brassard. Est-ce que le policier, d'abord, ne doit pas avoir son brassard? Et deuxièmement, on a vu vraiment des policiers poursuivre. C'est pas parce que c'est une femme ou pas, mais vraiment, paf, la matraquer dans la nuque, etc. Bon, écoutez, moi j'ai pas vu ces scènes-là. Non, mais d'abord l'histoire du brassard. Vous savez, on reproche beaucoup, on a reproché beaucoup au début des Gilets jaunes, la police de ne pas faire d'interpellation. C'est-à-dire que les policiers sont là, ils avancent doucement, pendant ce temps-là, les voitures brûlent, et on a l'impression que la police laisse faire. Donc, première critique. Quand vous voulez interpeller des gens, qui mettent le feu à une voiture, moi, je suis pas, ça soit un homme, une femme, un grand, un petit, peu importe, ou qui pillent les magasins. Bon, vous savez, il y a des groupes qui sont extrêmement mobiles, extrêmement bien entraînés. On les appelle les Black Blocs, qui ont l'habitude de ce genre de choses, qui vont très vite. Si vous comptez sur une unité de gendarmes mobiles ou de CRS qui avancent, formés, etc., ils ne pourront pas procéder à des interpellations. Donc, il faut qu'il y ait des policiers qui soient relativement proches des émeutiers, et au moment où le type il fout le feu à la voiture, au moment où il casse la vitrine, tout ça se passant très très vite, il faut pouvoir l'interpeller, et vous devez être en civil. La police judiciaire, moi j'ai appartenu 25 ans à la police judiciaire, on faisait, et notamment à la brigade anti-gang, on faisait évidemment énormément de filatures. Il va sans dire que ces filatures, si vous les faites avec des voitures de police et en tenue d'intervention, vous êtes, comme on dit, détronché tout de suite. Donc le fait que des policiers en civil à l'intérieur d'une manifestation ou près d'une manifestation, si le but est d'interpeller des gens qui sont en train de commettre des infractions, ça me paraît parfaitement légitime. Justement, non mais est-ce que c'est le but? Parce que 2 choses, vous savez, et même des syndicalistes policiers, plusieurs qu'on a reçus ici, et d'autres ont dit, mais alors l'histoire des Black Blocs, on va pas rester longtemps là-dessus, mais des Black Blocs, c'est pas qu'il y ait eu des gilets jaunes parmi les Black Blocs, oui, parmi les Black Blocs, c'est très spécifique. On a l'impression quelquefois qu'on a laissé faire, ou en tout cas, qu'on savait où c'est. Moi j'ai eu un syndicaliste policier, 2, qui m'ont dit, mais vous savez, on n'a pas eu d'ordre. Vous savez, les Black Blocs, quand ils arrivent, d'où ils arrivent, etc. On nous aurait donné les ordres, on serait intervenu pour les empêcher de sévir. On l'a pas fait. Bon, c'est aux citoyens, aux policiers, Frédéric Pechnard, que je m'adresse. 2 yeux.
Comment il se fait, et alors, vraiment, c'est une vraie question, et même politique, comment il se fait qu'il y a effectivement, je comprends très bien, vous avez raison quand vous dites, attendez, on va pas laisser faire le feu, fiche en l'air les magasins, etc. On est totalement d'accord. Mais comment ça se fait que dans certaines banlieues, tout ça, où il y a un désordre qui n'est pas le même, où il y a tous les trafics et les choses qu'on connaît, on a beaucoup moins d'interventions là, et on a l'impression que c'est beaucoup plus difficile que la police aille dans les banlieues plutôt qu'elle aille chez les Gilets jaunes. D'abord, je crois que c'est pas tout à fait vrai. C'est pas entièrement faux. Ce que je pense, c'est qu'il y a une attention médiatique qui est portée de manière bien plus fine sur les manifestations. Prenons celle d'hier, par exemple. Ouais. Moi, je regardais ça. Eh bien, sur BFM comme sur CNews, toute l'après-midi, on n'a eu que ça en fond d'écran. Que la manifestation, qui globalement d'ailleurs s'est plutôt bien passée, s'il y a eu des tensions, des interpellations à la fin, mais c'est pas une manifestation qui a dégénéré. Et pourtant, c'était tout le temps. Je peux vous dire que dans les quartiers difficiles, tous les jours les policiers y vont, tous les jours c'est difficile. Ils vont, vous dites, dans tous les quartiers difficiles. Bien sûr. Il n'y a pas pour vous de territoire perdu de la République où les pompiers ou les policiers n'osent plus aller. Si, il y a des territoires difficiles de la République où les pompiers, où d'ailleurs il n'y a plus aucun service public qui va à l'exception de la police, et les pompiers et les médecins n'y vont qu'accompagnés par les forces de l'ordre. Mais c'est un vrai sujet. L'augmentation de la délinquance est un vrai sujet réel. Les violences lors des manifestations, les violences sociales. Moi, je reviens. Je voulais pas qu'on parle des Black Blocs, très bien, mais je suis d'accord avec vous. Non, mais je suis d'accord avec vous. C'est un phénomène de l'ultra-gauche, c'est des gens qui sont connus, c'est des gens qui savent faire, ce sont des provocateurs, qui savent utiliser notamment les réseaux sociaux, qui savent faire tout ça. Mais moi, j'ai été frappé à la crise des Gilets jaunes de la violence des Gilets jaunes. C'est-à-dire que, il faut savoir qu'il y a à peu près 10 000 policiers et gendarmes qui sont blessés chaque année, mais les manifestations... Je suis allé le deuxième ou le troisième samedi au milieu des Gilets jaunes pour discuter avec eux, et c'était pas des voyous, c'était des gens comme vous et moi, mais qui avaient en eux une espèce de rage qui leur faisait faire des choses que habituellement ces gens-là ne font pas. C'est la frustration de la vie quotidienne. Cette violence sociale, moi personnellement, je l'avais jamais connue. Voilà, il faut remonter à mai 68 et encore peut-être plus avant pour avoir ce sentiment de violence. Après, on a toujours eu des difficultés ponctuelles sur les manifestations avec ce qu'on appelait les autonomes, puis les casseurs, puis les Black Blocs, peu importe le nom. Ça, on a toujours eu ça. Mais par contre, des gens qui sont des gens entre guillemets honnêtes, inconnus du service de police, qui travaillent, mais qui tout d'un coup se déchaînent dans cette violence, on n'avait jamais vu ça depuis mai 68. Alors, c'est l'homme politique. C'est d'ailleurs pour ça que, moi, je cherche pas à donner des bons points ou des mauvais points à qui que ce soit. Vous savez, moi, j'ai toujours pensé que la sécurité, c'était un bien commun. Et s'il n'y avait pas de sécurité, aucune autre liberté ne pouvait s'exercer convenablement. Dans la société, un malaise, une civilisation, ça se traduit par de la rage. Je dis pas que je ne défends pas, je ne justifie pas. Ça, si vous voulez, gauche et droite confondus, c'est aux citoyens, à l'homme politique que je m'adresse. Mais la police ne veut pas résoudre des problèmes qui sont des problèmes politiques. Les problèmes politiques doivent être résolus par les politiques. C'est pas ce qu'on lui demande, on est bien d'accord, mais justement, c'est aux politiques de donner les bons ordres aux policiers, on est bien d'accord. Alors, moi, j'ai été critique sur la gestion des Gilets jaunes. Au début, pourquoi la posture était une posture défensive, c'était une posture classique de maintien de l'ordre. Quand vous avez des gens qui manifestent, il y a un service d'ordre policier ou gendarme qui est mis en place. Et l'idée, c'est facile. L'idée, c'est qu'il ne doit pas y avoir de contact. Parce que moins il y a de contact, mieux ça vaut. Et de temps en temps, quand il y a quelques excités, 99 fois sur 100, il suffit de tirer quelques grenades lacrymogènes et de faire un petit peu de bruit, et puis ça s'arrête là, il se passe rien. Mais quand les gens viennent au contact, viennent vous agresser, la posture, et on est resté, je pense, trop longtemps dans cette posture défensive, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne parce que les images sont terrifiantes, parce qu'on laisse faire... Quelle image dans le 17e arrondissement où je suis élu. La rue de Prony, la rue de Courcelles ont été massacrées parce qu'effectivement, la posture, les instructions qui étaient données à la police étaient des instructions mais non, c'est des manifestations. Et finalement, le ministre s'est un peu bouché les yeux pendant un certain nombre de semaines en disant non, ce sont des manifestants. Et puis, tout en les insultant en permanence. Enfin, on a changé. C'est ce que je disais depuis le début. Il faut arrêter de reculer. Nous n'avons pas affaire à des manifestants, mais à des délinquants, et il faut les interpeller. Et donc, il faut aller au contact. Mais tous les manifestants ne sont pas des délinquants. Bien sûr, vous êtes bien d'accord. Évidemment.
Un délinquant, c'est celui qui commet un acte de délinquance. Nous sommes bien Vous d'accord. jetez une pierre sur un policier, vous brûlez une voiture, vous cassez un commerce, un magasin, vous êtes un délinquant. C'est-à-dire que vous commettez une infraction pénale et vous avez vocation à être interpellé par la police, placé en garde à vue, déféré, passer devant un juge et être condamné. Écoutez, on n'a pas eu le temps de parler de la justice et tout ça, il y aurait beaucoup de choses à dire. En tout cas, merci Frédéric Pechnard. Lettre à un jeune flic à lire. Lettre à un jeune flic, c'est publié chez Talendier. Merci à vous, Frédéric Pechnard, d'être intervenu sur Sud Radio. Merci à vous. André Berkoff également. Vous revenez à midi, lundi prochain. Non, on est lundi, bien d'accord, en lundi. direct, à Absolument. l'heure, pile à l'heure. C'est la bonne résolution de l'année 2020 sur Sud Radio. On l'a Nous, toujours été. on poursuit notre journée de toute façon à l'écoute de Jacques Pessis juste après les informations. Un peu de poésie après avoir parlé de maintien de l'ordre. On recevra Laurent Voulzy dans Les Clés d'une vie. Belle journée à vous sur Sud Radio.